L'invité du Grand Direct ce soir, c'est l'ambassadeur d'Espagne en Israël, Fernando Carderera Soler. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Merci de faire l'effort de vous exprimer en français. C'est une langue que vous maîtrisez et je vous en remercie. On parlera dans un instant des événements qui marquent l'Espagne en ce moment, évidemment avec l'abdication du roi Juan Carlos. Mais je voudrais tout d'abord votre avis sur cette actualité qui relie finalement Israël aujourd'hui au reste du monde. Le gouvernement israélien a décidé aujourd'hui d'autoriser de nouveau des milliers de logements en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, pour protester contre ce gouvernement palestinien qui réunit le Fatah et le Hamas. Alors l'Europe, comme les États-Unis, reconnaît ce gouvernement, Israël pas. Est-ce que vous comprenez ou pas la décision des Israéliens ? Je ne sais pas si on peut faire un lien entre la décision du nouveau gouvernement palestinien et la décision d'autoriser des nouvelles constructions en Cisjordanie et en Jérusalem. Mais dans le cas espagnol, notre position a été toujours très claire. Nous sommes contre les constructions dans des territoires qui vont au-delà des lignes accordées en 67 ou figées en 67. Et on considère que c'est un obstacle pour progresser dans des efforts de paix entre l'Israël et la Palestine. Mais ce gouvernement a été très mal accueilli par Israël, ce gouvernement palestinien. En revanche, l'Europe, les États-Unis n'ont pas de problème finalement pour travailler avec lui. Est-ce que vous trouvez que les Israéliens ont une position qui est raisonnable ou pas de refuser ce gouvernement? Bon, c'est la position du gouvernement, alors on ne peut pas la juger, c'est la leur et on doit la respecter. Mais c'est une position assez minoritaire dans la communauté internationale, puisque, comme vous avez déjà mentionné, tant l'Europe que les États-Unis reconnaissent le nouveau gouvernement palestinien. Il y a des conditions qui sont claires pour pouvoir faire ceci. Ce sont l'acceptation des principes dits du quartet, c'est-à-dire la renonciation à la violence, la reconnaissance de l'État d'Israël et le respect des accords internationaux qui ont été pris dans des négociations précédentes. Et c'est aussi la position de l'Espagne de reconnaître ce gouvernement palestinien et de suivre le respect de ces principes que je viens de mentionner. Ouais, mais il y a quand même une contradiction parce que le Hamas est classé par l'Europe comme par les États-Unis comme une organisation terroriste et en même temps ce gouvernement comporte des ministres qui viennent du Hamas et de la bande de Gaza. Oui, mais ce sont des personnalités indépendantes qui ne sont pas des dirigeants du Hamas. Hamas est considéré tant par l'Union européenne que par l'Espagne comme une organisation terroriste. Elle est incluse dans la liste d'organisations terroristes de l'Union européenne. Mais ce gouvernement est un gouvernement de concentration avec des personnalités qui ne sont pas des personnalités politiques. Et on accorde au gouvernement la chance de faire les choses bien, mais on verra ce qui se passe dans l'avenir. Alors il y a un autre problème qui touche cette fois la région, le Proche-Orient, et qui concerne l'Europe, c'est celui de ces jeunes Européens qui partent combattre en Syrie. On a vu le cas dramatique en France avec l'arrestation de celui qui serait l'auteur de l'attentat contre le musée juif de Bruxelles. Est-ce que l'Espagne aussi est touchée par ce phénomène de jeunes qui partent ? L'Espagne est aussi touchée par le phénomène et l'Espagne est très préoccupée par le terrorisme radical islamiste. On a souffert les effets d'une façon dramatique avec l'attentat qui a eu lieu aux stations de train à Madrid. Et bon, on est très préoccupé par ce phénomène. Et aussi, on est préoccupé par la possibilité de jeunes ou de personnes espagnoles qui vont lutter en Syrie dans cette guerre civile affreuse. Et le gouvernement a aussi pris des mesures, a fait des arrestations, a démantelé des cellules qui essayaient de recruter des gens pour leur envoyer à lutter à la Syrie. Donc vous surveillez vous aussi sur votre territoire ces jeunes qui partent et qui reviennent parfois là où ils peuvent être très dangereux. Bien sûr, bien sûr. L'Espagne a été touchée par le terrorisme. D'abord, ça a été le terrorisme de l'ETA. Maintenant, l'ETA a cessé son activité terroriste, mais il reste toujours une menace qui est toujours là. Et il y a toujours le terrorisme d'origine islamiste radicale. Et on est concerné par le phénomène et on lutte contre ce phénomène. Ouais. Alors aujourd'hui, le processus de paix israélo-palestinien est à l'arrêt. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des responsables dans le fait que ça ne marche pas? Est-ce que ce sont plutôt les Israéliens, plutôt les Palestiniens ou les deux?
pour l'Espagne? Probablement, on doit chercher la responsabilité avec les deux, parce que c'est une négociation à deux. Alors, il faut, pour que la négociation bouge, il faut que les deux parties veuillent bouger. Pour ce qui est de la position espagnole, nous soutenons ces négociations, nous soutenons ces efforts, même si maintenant on est dans un certain arrêt, mais on est toujours prêt à aider, à faire des efforts, à proposer notre médiation, à proposer d'avoir des réunions à Madrid, par exemple. Il faut se rappeler que le processus d'Oslo est commencé à Madrid avec cette fameuse conférence internationale, qui a été la première occasion dans laquelle on a eu des dirigeants israéliens et des dirigeants palestiniens qui se sont assis sur la même table pour essayer d'amorcer ou de débuter le processus. Malheureusement, on n'est pas encore arrivé. Et la position espagnole est de soutenir le processus et de demander aux deux parties de prendre des mesures qui pourraient mettre en risque ces négociations ou ce processus de paix. Alors, monsieur l'ambassadeur, l'Espagne a fait la une de l'actualité ces derniers jours, évidemment, avec l'abdication annoncée du roi Juan Carlos. On attend évidemment l'intronisation maintenant du prince Felipe. Certains disent que l'Espagne aurait dû peut-être en profiter pour tourner la page de la monarchie et devenir une république. Est-ce que c'est une idée qui vous semble dans l'air du temps? Est-ce que les Espagnols ont envie de cela aujourd'hui? Il y a eu une enquête qui a été publiée hier dans laquelle on demandait aux Espagnols quelles étaient leurs préoccupations. Savez-vous quel était le pourcentage d'Espagnols qui étaient préoccupés par la monarchie? 0,2%. C'était le numéro 29 dans la liste de préoccupations espagnoles. Je crois que ça répond à votre question. Ça veut dire que la crise, par exemple, économique aujourd'hui préoccupe beaucoup plus les Espagnols que de savoir s'il y a un roi ou un président. Bien sûr, bien sûr. Les préoccupations fondamentales sont le chômage, l'évolution de l'économie espagnole, les partis politiques, d'autres phénomènes qui n'ont pas à voir avec la monarchie. C'est vrai que la crise a touché l'Espagne d'une façon très importante. Et c'est vrai aussi qu'il y a des signaux positifs maintenant sur l'économie espagnole. Qui font... on peut tirer une conclusion. La conclusion, c'est que c'est le moment de faire des affaires en Espagne et d'investir en Espagne. La croissance économique est de retour pour la première fois depuis 2008, presque. Le chômage, qui est toujours énorme, est en train de descendre. Il y a eu au mois d'avril et au mois de mai une réduction du chômage de 112 000 personnes par mois, ce qui est énorme aussi. Et on est dans un tournant, on a touché le fond et maintenant on essaye de démarrer. Il y a toujours des entreprises qui sont très performantes, il y a des entreprises qui sont leaders dans plusieurs secteurs, par exemple les énergies renouvelables. Le premier producteur d'énergie renouvelable aux États-Unis est une entreprise espagnole. 40% des infrastructures de transport du monde sont gérées ou construites par des entreprises espagnoles, parmi lesquelles on pourrait citer l'élargissement du canal du Panama, le train de grande vitesse entre la Mecque et Médine, le train de grande vitesse entre Ankara et Istanbul. Et avec Israël, il y a des échanges aussi importants? Avec Israël, il y a des échanges. Mais par exemple, il y a une entreprise espagnole, je reviens sur Israël, il y a une entreprise espagnole qui gère l'aéroport de Heathrow, par exemple, où le Wi-Fi de New York est fourni par une entreprise espagnole. Pour ce qui est d'Israël, une entreprise espagnole est en train de finir une plante de désalinisation à Ashdod qui va fournir de l'eau pour 1 300 000 Israéliens. Il y a des entreprises qui construisent des plantes pour l'énergie, pour Dead Sea Works par exemple, dans cette région, près de la mer Morte. Et il y a des entreprises qui veulent participer dans le plan d'infrastructure d'Israël. Donc ça tend à se développer, ces échanges avec Israël? Les échanges sont aujourd'hui de 2 milliards d'euros dans les deux sens. L'Espagne exporte un peu plus vers Israël que dans l'autre sens. Et on trouve des produits espagnols partout en Israël. Par exemple, les locomotives diesel qui existent en Israël sont construites en Espagne. Le textile est toujours présent en Israël. Et il y a des exemples qu'on pourrait trouver partout. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Fernando Carderera, Soler, ambassadeur d'Espagne en Israël. Vous étiez l'invité du Grand Direct ce soir. Merci à vous et bravo pour votre français. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil. Merci.